transmission de la Grande Loge Mixte de France. Pierre de Touche. Pierre de Touche. Il apparaît que nous vivons désormais dans deux mondes, l'un terrestre, matériel, que nous connaissons souvent, de moins en moins, soumis aux contraintes du temps, de l'espace, de nos sens limités, de notre corps aux possibilités limitées, de notre cerveau plus ou moins puissant. L'autre, numérique, balayant l'ensemble de ces contraintes d'un revers d'informatique, de fibres et d'Internet, augmentant nos capacités à l'infini, sans toutefois nous transformer chacun en un Dieu tout-puissant. Alors, quid de cette double, voire triple ou quadruple vie qui nous est désormais imposée, car les deux mondes se recoupent, se rejoignent, se décomposent et se fragmentent. Quid de cette cohabitation en nous, des personnalités multiples qu'ont généré ces différents mondes dans notre petite tête d'humain, enfermée dans sa boîte crânienne, en particulier les réseaux sociaux, qui semblent être parfois devenus ce que l'on peut faire de pire en matière de repères, d'hystérie collective, de violence généralisée, devenant de plus en plus une immense caverne multi-complotiste. Est-il possible de tirer profit du numérique pour en générer un monde digital apaisé, au service d'une humanité soucieuse de son voisin de palier et de son nouveau voisin numérique, respectueuse de sa planète, ou à l'inverse, sommes-nous condamnés à une décadence accélérée, une vie égoïste et dénuée de sens, dans un monde terrestre dévasté? Quelle vérité entre ces deux issues? Quels espoirs, s'il en existe, est-il possible de déceler chez cet hybride, homme humain et digital? Quelle espérance pour nos enfants? Alors, pour échanger avec nous ce dimanche, Hervé Cuilandre, chargé de mission digitale chez Engie et auteur de plusieurs ouvrages sur le numérique. Bonjour Hervé. Bonjour. Élodie Jonot, responsable de développement dans une grande association caritative, historienne et membre des instances nationales du Parti socialiste. Bonjour Élodie. Bonjour. Philippe Martin, vous travaillez dans l'information technologie, dans l'IT. Vous êtes un frère, vous avez été initié à la Grande Loge nationale de France. Vous êtes passé maître fondateur de la loge Redouard Kipling, qui est une loge indépendante qui se réunit à Suresnes, qui a été créée il y a 10 ans et qui, pendant tout le confinement, s'est réunie en tenue numérique et non pas en réunion. Bonjour Philippe. Bonjour. Et Mehdi Mebarki, vous êtes architecte de formation. Vous avez été conseiller en communication numérique de la campagne de François Hollande lorsqu'il était candidat à la présidence de la République. Puis vous avez été responsable adjoint de la cellule communication de l'Élysée et du service information du gouvernement. Bonjour Mehdi. Bonjour. Alors, nous avons choisi d'intituler ce débat « Adeptes du tout numérique et du digital, sommes-nous toujours maîtres de nos propres vies terrestres ?» Alors, une première question à Élodie Jonot. Éric Sadin présente la digitalisation comme un tournant épistémologique, anthropologique et plus largement civilisationnel. Je cite, « Partagez-vous cette vision des choses ?» Alors, c'est une belle entrée en matière. J'aurais tendance à la partager parce que je pense que les trois aspects anthropologiques, épistémologiques et civilisationnels se vérifient à différentes échelles, évidemment. Elles sont loin d'être universelles. J'aime bien l'expression tournant puisque moi, dans mon milieu professionnel, on parle de virage numérique, donc virage, tournant, tout ça se rejoint un peu. Mais j'ai l'impression que ce tournant dure depuis longtemps, et que tout le monde ne prend pas le tournant à la même vitesse, et que j'ai peur qu'au bout du tournant, ce soit une rupture, du coup, civilisationnelle, anthropologique et épistémologique. Donc, à l'instant où on se parle, j'aurais tendance à partager le constat, mais je pense que ça va bientôt plus être ce constat-là. Je pense que la fracture et la rupture vont prendre le pas sur le tournant. Je pense qu'on va laisser beaucoup de gens sur le bord du chemin. Je dis on parce que je pense que nous avons tous pris ce tournant, tous les 6, mais on ne prend pas tous à la même vitesse et je crains qu'il y ait à un moment une rupture et qu'on soit plus dans un tournant. Voilà, je ne sais pas si ça répond à la question. En tout cas, à la date d'aujourd'hui, à heure H, oui, je partage le constat. Alors Hervé Cuilandre, la digitalisation est tout d'abord passée par la dématérialisation des processus préexistants dans le monde matériel.
Elle a ensuite développé de nouveaux processus, se libérant ainsi des vieux réflexes devenus inutiles. La Poste, qui a vu disparaître brutalement l'ensemble de son courrier entre particuliers, puis lentement mais sûrement son courrier professionnel, en est une victime remarquable. Pensez-vous que le monde économique doit s'adapter à tout prix, ou les États, l'Europe, les organisations internationales doivent-ils, selon vous, freiner, réguler, voire parfois maintenir sous perfusion les acteurs devenus obsolètes? Alors, à mon sens, la révolution numérique, c'est une révolution schumpeterienne, comme on a pu le voir pour les révolutions énergétiques. Ceci dit, c'est une révolution de la diffusion d'informations qui ressemble à celle de l'écriture, de l'imprimerie, et qui permet une meilleure diffusion de l'information dont on dispose. Alors, cette révolution, à mon sens, bon, elle a touché beaucoup d'organismes, beaucoup d'entreprises, mais pour la Poste, bon, pour connaître un petit peu la Poste, je pense elle s'en est bien sortie. Hein. Le courrier tel qu'on le connaissait, avec le timbre, l'écrire sur l'enveloppe et tout ça, ça a peut-être un petit peu disparu, mais l'activité colis, on ne va pas numériser les colis. Après, ils ont réinventé d'autres types de métiers derrière qui ont fait qu'ils se sont trouvés, ils ont réussi à être à disposition d'un client assez exigeant finalement, parce que nous tirons en gros cette numérisation. Hein. C'est bien parce que le client veut un service 24/24, veut plus de disponibilité, plus de rapidité, que les entreprises doivent s'organiser en conséquence. La Poste, comme les entreprises de communication, bon, alors j'ai cité France Télécom, GDF ou EDF, enfin, ce sont quand même des organismes qui ont pas mal souffert effectivement de toutes ces révolutions. Mais bon, c'est un nouveau modèle. C'est un nouveau modèle vers lequel on doit forcément aller et contre lequel on n'a pas à lutter. C'est cette fameuse révolution schumpeterienne qui détruit les modèles qui existaient avant et qui favorise les plus rapides. Hein. Donc réguler ça, j'y crois pas un instant. Je ne vois pas du tout comment on pourrait. Au contraire, je pense qu'il faut faire partie des gens qui acceptent le mouvement, qui l'accompagnent et qui font en sorte que les salariés, les clients soient les mieux lotis dans cette affaire, dans ce type de révolution. Parce qu'il ne faut pas non plus oublier que dans ces entreprises, beaucoup de salariés le vivent pas forcément très bien. Bon. C'est un sujet sur lequel on reviendra d'ailleurs un peu plus tard dans cette émission. Mehdi Mebarki, les nouvelles possibilités offertes par le digital doivent-elles permettre à chacun de faire tout, voire n'importe quoi, y compris par exemple chasser sur des terres qui n'étaient pas les siennes, elles-mêmes devenues obsolètes? Oui, c'est ce qu'on voit aujourd'hui à travers tous les sujets qui priment dans l'actualité. Il est vrai qu'aujourd'hui, cette révolution qui est aussi, comme le disait Hervé, une espèce de momentum comme ça dans l'évolution de l'humanité, l'écriture, l'imprimerie, la vapeur, l'électricité, ce sont des révolutions qui ont apporté nouveau cheminement pour l'humanité. Alors en même temps, ça ouvre le champ des possibles, mais en même temps, c'est la cause et la première cause de fracture. Cette transformation, aujourd'hui, elle a permis d'ouvrir le champ des possibles de plusieurs personnes qui n'avaient pas accès à l'information, qui n'avaient pas accès à la diffusion. C'est en ça que ça a démocratisé cet accès-là, cette possibilité-là de partager, on va dire, son avis, de s'informer, de se faire son propre avis et de ressortir l'information digérée, si on veut. Et ça, c'est là où on vient sur des sujets parfois où on n'est pas maître. Un exemple dans l'actualité, aujourd'hui, on parle beaucoup de vaccination. Et un des paramètres qui revient tout le temps, c'est
on n'est pas au courant de tout, nous ne savons pas tout. Moi, je me pose la question, aujourd'hui, cette question devient légitime, mais est-ce que pour autant, parce qu'elle est légitime de la part d'une majorité de personnes, qu'elle est dans le vrai? Est-ce que nous sommes tous à un niveau d'information ou de savoir qui est que nous soyons nous-mêmes émetteurs d'un avis sur des sujets qui nous dépassent? C'est le côté négatif de cet accès à l'information et l'accès à la diffusion. Que toute personne se croit légitime pour un sujet pour lequel parfois elle ne l'est pas. Alors, Élodie Jonot, ceux des services publics qui sont devenus ou deviendront obsolètes, doivent-ils mourir ou se maintenir via une diversification forcée, entrant alors forcément en concurrence avec le secteur privé? Je pense par exemple aux recommandés électroniques de la Poste que rien ne justifie. Oui, je vais rebondir sur ce qu'a dit. Je crois qu'on n'a pas le droit de dire rebondir dans cette émission, donc je ne vais pas rebondir. Je vais réagir à ce qu'a dit Hervé sur les services publics et sur la Poste en particulier. Et puis, ça fera le lien avec ce que j'ai dit au tout début. Je pense qu'on laisse des gens sur le bord du chemin. Et je pense que le parallèle entre la numérisation de certains services publics et la réalité des territoires n'a pas du tout été mis en corrélation. Autant on se retrouve avec des gens qui n'avaient pas accès à des services qui maintenant ont accès à des services via le numérique, mais on se retrouve aussi avec des gens qui avaient accès à des services publics de proximité dans les territoires qui, au nom du numérique aujourd'hui, n'y ont plus accès, avec réduction des plages horaires d'ouverture de certains services publics ou même archi-privés comme les banques. Enfin, aujourd'hui, il y a quasiment plus ou de moins en moins de guichets bancaires humains. Et ça veut dire que tout le monde doit être à l'aise, doit s'approprier des outils qu'ils n'ont pas chez eux, c'est-à-dire des gens qui sont en fracture numérique ou qui ne sont pas à l'aise avec l'informatique dans leur quotidien, mais qui, quand ils vont à la banque, sont obligés de se retrouver face à un écran à faire des manipulations qui, eux, ne les rassurent pas et ne les sécurisent pas. Ce qui peut aussi alimenter une certaine méfiance vis-à-vis du tout numérique. Le recommandé numérique de la Poste, j'avoue que je n'y ai jamais eu recours, donc je ne sais pas si c'est utile ou pas utile. J'espère quand même qu'il y a quand même eu 2-3 études de benchmark qui ont été faites pour le mettre en place. J'imagine que ça repose sur un besoin ou une demande. Mais c'est vrai que pour certains services de proximité, comme les banques qui relèvent du privé ou comme la Poste qui relève du public, un jour ils seront obsolètes, mais je pense qu'aujourd'hui ils ne le sont pas. Ils seront obsolètes quand tout le monde aura pris le tournant dont on a parlé tout à l'heure, quand tout le monde aura fini de prendre ce virage numérique. Est-ce que c'est l'affaire d'une génération ou d'une demi-génération? Je ne sais pas. Là, on pourra peut-être dire que c'est obsolète. Mais aujourd'hui, on se rend compte dans les territoires que ça ne l'est absolument pas. Dans notre quotidien, on aura toujours besoin, enfin demain en tout cas, dans un futur très proche, de se rendre physiquement. Alors, à titre personnel à la banque, non, mais à titre personnel à la Poste, oui. Et ça, c'est un vrai sujet. Sur la réalité du fonctionnement des services publics de proximité qui, au nom d'une numérisation et d'une certaine concurrence, ont réduit leurs accès, ont réduit leurs locaux, ont réduit leurs horaires et on se retrouve aujourd'hui avec des micro-bureaux de poste qui ne peuvent pas recevoir plus de 2 personnes en même temps parce qu'il n'y a qu'une seule personne qui fait tout, qui fait la Poste, qui fait la banque postale. Donc c'est vrai que la Poste, c'est un bon exemple. J'imagine que les gens qui ne se servent de la Poste que pour leurs affaires bancaires, comme beaucoup de gens de notre génération, n'y vont plus. Mais pour tous les autres, quand il s'agit de réceptionner un colis, aujourd'hui, dans certains territoires, et je n'habite pas dans la diagonale du vide, il faut prendre une demi-journée de congé. Donc c'est quand même un vrai sujet. Voilà, c'est un vrai sujet. Et d'ailleurs, c'est une situation qui s'est aggravée. On le voit avec le Covid-19 et des bureaux de poste qui ont fermé, dont on a profité en fait du confinement pour qu'ils ferment davantage. Philippe Martin, je rappelle que vous travaillez dans l'IT. Le simple traitement informatique des informations et données, en dehors de toute problématique d'échange numérique, suffit-il déjà à digitaliser la société? À digitaliser la société, est-ce qu'un traitement simple de l'information suffit-il à digitaliser la société? C'est complexe. La digitalisation, elle n'a pas commencé hier.
Elle a commencé il y a bien longtemps, c'est bien plus ancien, et ça commence presque avec les premiers échanges de données, les premiers échanges de voix, des premiers échanges de signaux. On est dans une forme de digitalisation. Certes, pas très avancée, mais c'est que la technologie qui l'a fait évoluer. La digitalisation, en fait, avant que ça soit une simple numérisation de la donnée, c'est d'abord une transformation. Et c'est un acte de transformation qui doit amener en fait à faire évoluer un ensemble de procédures, de processus. Élise parlait tout à l'heure de la lettre recommandée digitale, ça fonctionne super bien. Je l'ai utilisé il n'y a pas longtemps pour démissionner de mon boulot d'avant pour un nouveau boulot de demain. Ça marche super. Je l'ai utilisé régulièrement, je fais pas mal de gestion de contrat, etc. dans mon métier. Ça marche, tous ces process-là fonctionnent et ça les rend en fait plus cosmétiques, plus sexy. Voilà, donc en fait, tout ce process-là, toute cette digitalisation, c'est d'abord un travail de fond qu'il faut mener, un travail de réflexion, parce que il faut d'abord comprendre ce que l'on veut faire. Il faut comprendre les usages, ceux que l'on va abandonner pour aller vers ceux que l'on va adopter. C'est comprendre les savoir-faire, parce qu'on peut digitaliser les métiers, mais les métiers reposent sur des savoir-faire. C'est un travail d'analyse, il faut acquérir de l'expérience. C'est extrêmement complexe. Et tout ça pour le traduire en fait dans une solution numérique. L'outil en lui-même, il n'est qu'un moyen, il faut que l'homme l'apprivoise, apprivoise cette technologie numérique pour justement atteindre cet objectif du digital. Donc c'est bien plus complexe qu'un simple traitement de l'information, et sans cette analyse préalable, eh bien, on risque de passer à côté en fait, de l'essentiel. Et il ne faut pas subir la technologie, il faut l'apprivoiser, il faut l'intégrer dans nos usages, et l'enjeu, en fait, pour la réussite de cette digitalisation, c'est surtout d'abord c'est de gérer le changement. Pierre de touche. Adeptes du tout numérique et du digital, sommes-nous toujours maîtres de notre propre vie terrestre? Pour en discuter aujourd'hui, Élodie Jonot, responsable développement dans une grande association caritative, historienne et membre des instances nationales du Parti socialiste, Hervé Cuilandre, chargé de mission digitale chez Engie et auteur de plusieurs ouvrages sur le numérique, Philippe Martin, qui travaille dans l'information technologie, initié à la Grande Loge nationale de France, passé maître fondateur de la loge Ridwa Kipling, et Mehdi Mebarki, conseiller en communication numérique, ancien responsable adjoint de la cellule communication de l'Élysée et du service information du gouvernement. Alors, Mehdi Mebarki, une question très importante est celle des données, de leur collecte, de leur traitement et de leur conservation, de leur partage, de leur revente, etc. Tout ceci, le plus souvent, dans le dos numérique des humains que nous sommes, c'est-à-dire sans notre consentement éclairé. Le RGPD est-il une vraie réponse, ou cocher une simple case en bas d'un écran Internet n'est-il pas un leurre finalement? Faut-il dès lors craindre le big data, et comment encadrer, maîtriser l'usage toujours croissant des masses considérables de données récoltées? Il y a beaucoup de questions en une. Une question à tiroir, mais question autour du big data. Et le big data, bah, big data, c'est quelque chose dont on parle depuis des années, mais on n'y est que maintenant. On n'y est que maintenant pour une raison très simple, c'est que l'humanité n'a jamais cumulé autant de données sur l'humanité elle-même. Depuis des années, le processus s'accélère avec l'émergence des GAFA, avec l'émergence d'un modèle digital qui tend vers une rémunération par rapport aux données. On se confronte aujourd'hui à deux types de problèmes. Un, la protection de ces données et de leur utilisation. Et deux, un aspect que l'on ne voit pas, qui est la face cachée de l'iceberg, si on veut, c'est l'impact écologique qu'on va avoir sur cette accumulation de données. Sur le premier aspect, l'exemple que vous avez pris est très parlant, c'est la RGPD. J'étais encore au service du gouvernement quand la RGPD a été mise en place. Dire que c'est un artifice, ça serait peut-être aller trop loin. Dire que c'est la solution, la panacée, ça serait mentir. La RGPD est une réponse à une demande
croissante sur la protection des données. Cependant, ce qu'on a donné comme réponse aujourd'hui, et on le voit bien à la pratique quotidienne de monsieur et madame tout le monde, on arrive sur un site, ce qui a changé, c'est qu'on vous demande votre consentement. Mais ce consentement, c'est quoi? C'est cocher une case pour passer rapidement à avoir accès à l'information, ou bien aller sur un menu déroulant. Sincèrement, pour comprendre, il faut vraiment être initié. Il faut savoir jongler entre les données Intel et les données Intel. Est-ce que ça va sur le privé, le public? Est-ce que c'est public ou ça va être revendu ou pas revendu, à fin commerciale, pas commerciale? Bref, il y a tellement une liste tellement exhaustive à cocher que je pense que, allez, on va dire 95% des gens cochent la première case pour avoir accès à l'information. Donc, de fait, 0% d'effet sur la globalité. Est-ce que les gens savent ce que peut changer RGPD? Je ne sais pas. Donc, derrière, bien sûr, il faut de la pédagogie, quelque chose de plus simple. Et ça pointe aussi une autre question. Pourquoi nous n'allons pas plus loin sur cette question-là? Parce que finalement, tous les acteurs, et même les acteurs publics tels que l'État, fait de la vente de données. Je vais donner un exemple concret. Est-ce que vous savez que quand vous enregistrez une carte grise, vos données sont susceptibles d'être vendues à des partenaires privés? Mais c'est dans le contrat que vous avez avec l'administration. C'est écrit. Sauf que vous cochez tout et rien en même temps. Vous ne savez pas ce qui est derrière. Et que l'État aujourd'hui se justifie par rapport à ça en se disant, moi, la carte grise, je dépense tant d'argent et je peux récupérer tant d'argent en vendant vos données personnelles. Est-ce que c'est éthique? Pas éthique. C'est l'État qui le fait. Alors, aujourd'hui, le curseur, c'est quoi? C'est quel est l'émetteur ou le vendeur de la donnée? Est-ce que c'est l'État? Donc, c'est bon. Si c'est un privé, c'est mauvais. Je ne pense pas qu'on soit là. Sur le deuxième aspect, aujourd'hui, pour centraliser cette donnée, cette data, plus de data, donc plus de serveurs et plus de contraintes techniques. Il y a un livre dont j'ai oublié l'auteur qui s'appelle Le bug humain, qui explique bien ça, où il explique comment aujourd'hui les pôles sont en train de fondre à cause de la data, parce qu'aujourd'hui, nous sommes obligés d'enfouir de plus en plus loin les serveurs pour avoir moins de chaleur. Et Google aujourd'hui se place ses serveurs au niveau des pôles, avec des conséquences dramatiques sur l'environnement direct. Donc voilà, il ne faut pas décorréler ces deux questions. Et le digital en lui-même cache énormément de problématiques qui sont liées directement à nous, l'humain, au quotidien, dont voilà, l'impact carbone et l'impact écologique. Alors Hervé Cuilandre, faut-il poser les balises du contrôle des quelques entreprises mondialisées qui dominent le monde digital? Faut-il les casser comme certains le souhaitent outre-Atlantique? Ou faut-il les laisser imaginer toujours plus les mondes de demain? Pourquoi pas par exemple en édictant quelques principes universels sous l'égide de l'ONU, tels que ceux formulés par Asimov en 1942 pour les activités robotiques? Alors, je voudrais tout d'abord, je ne peux pas rebondir, je vais dire rebondir sur les propos de Mehdi, mais je vais pas rebondir. J'ai fait une galipette, disons. Effectivement, les data centers utilisent 9% de l'énergie électrique mondiale juste pour refroidir nos stockages de données pour nos emails, nos photos de vacances. Bon, ça donne une petite idée du. Alors, pour répondre à cette question, la bataille de la donnée, à mon sens, est complètement perdue. Nos data centers sont répliqués et re-répliqués plusieurs fois pour des raisons de sécurité, hein, tout simplement. Et personne n'est capable de nous certifier à quel niveau nos données restent en France, hein, par exemple, hein, dans le cas où on pourrait nous le certifier. À ce niveau-là, vu les capacités de piratage, parfois étatiques, hein, qu'on a face à nous, nos données ne nous appartiennent plus. Et à ce niveau-là, il n'y a pas de bataille, il n'y a pas de coffre-fort assez fort. La vraie bataille, s'il y a une bataille de liberté, par contre, à mener et qui pourrait être quand même notre bataille, ce serait sur la liberté d'activité. Les modèles qui sont proposés par les grandes entreprises actuelles
c'est en gros deux modèles, hein. Il y a le modèle libéral américain, il faut faire des affaires, hein, ou le modèle chinois, plus coercitif. Si on ne traverse pas dans les clous, eh bien, on perd des points de vie, on perd des points de citoyenneté. Et là-dessus, face à ces deux modèles qui se combattent actuellement dans le monde, hein, pour imposer leur philosophie, il serait temps d'opter pour une alternative un peu plus française, pays des droits de l'homme, qui permettent notamment de baser les développements sur la liberté d'activité. Alors, j'avais proposé en ce sens pas mal de projets, mais pour répondre plus précisément à la question, non, encadrer, je pense que c'est totalement impossible. Mais proposer, oui, aller plus loin que les modèles qui sont actuellement mis sur le commerce, oui, parce que nous suivons les développements des constructeurs pour être plus rentables, pour faire les mêmes activités avec moins de monde, toujours moins cher et toujours plus rapide, mais nous ne proposons rien. Et nous avons, la possibilité de proposer des processus qui soient un peu plus originaux. Oui, bon. Éric, Élodie Junot, face à ces puissantes entreprises, les organisations internationales, les États sont-ils encore maîtres de leur destin et de celui de leurs habitants? Et doivent-ils encore exister? Oui, j'espère. Enfin, moi, je milite pour la préexistence, l'existence à l'infini. Je ne sais pas comment dire, mais oui, je pense que les États doivent maintenir une existence, une autorité, une régulation. Alors, c'est pas parce que je le pense qu'ils le font, mais je pense que les États ont un rôle les États avec un grand E, hein, c'est-à-dire, à moins que ta question porte sur les États avec des frontières, mais moi, je parle d'État au sens avec un grand E. Je pense Oui, oui, qu'ils ont un majuscule. rôle, oui, à jouer de garde-fou, mais tout à l'heure, quand je parlais de tournant, enfin, quand on prenait cette expression de tournant, je pense que tous les États n'ont pas pris le tournant de la même manière, clairement, et c'est aussi pour ça qu'on se retrouve avec des inégalités et numériques et des inégalités de prise en compte de ce qui se passe avec la dérégulation, avec cette certaine forme de dérégulation numérique qu'il peut y avoir. Certains États sont spectateurs, d'autres courent après la machine, d'autres ont bien anticipé et essayent de canaliser certaines dérives liées au numérique dont on a parlé depuis le début. Moi, j'espère qu'ils n'ont pas vocation à disparaître, ou alors pas tout de suite, parce que je pense qu'il est un peu tôt. Je pense qu'on en a encore besoin. On a vaguement évoqué à demi-mot le modèle économique lié aussi au numérique. On en a aussi beaucoup parlé dans l'actualité récente avec les confinements, déconfinements, reconfinements, semi-confinements ou non-confinements, ou confinements qui n'avaient que le nom de confinement, notamment sur les commerces essentiels, non essentiels, de proximité, un peu plus lointains, ou alors totalement numériques. Hervé a parlé de rapidité, à demi-mot, hein, de cette nécessité de consommation rapide, efficace et instantanée. Oui, moi, je nourris l'espoir, en bonne gauchiste que je suis, que les États aient encore un rôle à jouer pour essayer de nous ramener pas dans le droit chemin, mais je veux dire, aujourd'hui, quelle est l'urgence d'avoir un câble triple USB en 24 heures, en fait. Je pense que cette liberté numérique a aussi créé des besoins qui ne sont pas primaires, qu'on a laissé se déréguler de la même manière que quelle est l'urgence de se faire livrer une bouteille de rosé à 22 heures un lundi soir. C'est qu'on est mal organisé si on doit se faire livrer une bouteille de rosé à 22 heures un lundi soir, mais qui fait appel à des plateformes numériques, pour le coup, on ne va pas les citer, parce qu'on va se faire des ennemis, mais dont on sait pertinemment aujourd'hui et que la façon dont sont traitées les personnes qui vont nous livrer cette bouteille de rosé un lundi soir à 22 heures, je pense que c'est là aussi que l'État a peut-être un rôle à jouer dans la régulation. Ce n'est pas dans la privation de liberté non plus, mais c'est une forme de régulation. Donc j'espère que les États ne sont pas obsolètes. Après, clairement, certains États ont clairement loupé ce virage. Donc soit ils le rattrapent, soit on se fait dépasser et puis chacun, dans son petit quotidien, essaye de réguler à son niveau.
ce qui me semble très utopique, mais voilà, je n'ai pas vraiment de réponse à la question, mais je pense qu'à la fois, c'est un acte citoyen, je pense, quand on se sent concerné et gêné aux entournures par ce genre de modèle économique qui a été créé par une liberté absolue du numérique. Et donc, c'est le revers de la médaille, quelque part. Soit on s'en fout complètement et c'est la vie, c'est comme ça. Et puis, tant pis. Tant pis pour celui qui est au bout de la chaîne numérique, qui va toucher 80 centimes pour faire 30 km pour nous livrer une bouteille de rosé le lundi à 22h. Alors pour prolonger là-dessus, Mehdi Barki, je rappelle que vous avez travaillé au service d'information du gouvernement. Comment les États utilisent-ils le numérique? Sont-ils au point ou dépassés? Comment un président de la République, un gouvernement peuvent-ils utiliser le digital? Comment existe-t-il notamment? Comment communique-t-il dans le monde digital? Je rappelle que vous étiez dans la campagne du candidat Hollande, puis à son cabinet à l'Élysée dans la cellule numérique. On a parfois l'impression, par exemple dans notre pays en France, que ce n'est pas toujours très au point. Pour vous répondre, les choses vont assez vite quand même. J'ai intégré le cabinet du président à la présidence de la République en 2012, en mai 2012. La situation était la suivante. Il n'y avait pas d'organe de communication numérique en tant que tel. Nous sommes avec certains la première génération de communicants numériques. Alors, ça ne veut pas dire que le numérique n'existait pas. Le numérique existait, mais il était cantonné à des rôles d'emailing entre les personnes, mais la communication numérique en tant que telle n'existait pas. Pour preuve, il n'y avait pas pour la campagne 2012, ça paraît étrange, mais le candidat Sarkozy n'avait pas de compte Twitter, par exemple. Bon, voilà. Il avait opté pour un compte Facebook. Là, on est arrivé à la présidence, il n'y avait pas de compte officiel de la présidence. Il a fallu créer la marque, l'installer digitalement et tout établir autour. Donc, nous sommes partis, en fait, pour vous dire qu'en 10 ans, comment ça a basculé. Alors, en 10 ans, moi, j'aime à dire qu'en 2012, le lead en communication numérique était le politique. Pour une raison très simple. Le numérique est entré dans le salon des gens par les réseaux sociaux. Mais cette pénétration dans les différentes strates sociales a pris du temps. Et pour toute pénétration de ce type, civilisationnelle presque et sociétale, il faut des éléments forts. Et l'élément fort de l'époque, ça a été l'arrestation de DSK, par exemple, qui a fait que plein de personnes, par cet événement qui a été massif, se sont dit, tiens, il y a des réseaux sociaux qui relatent des informations qui sont eux-mêmes relatées par des journalistes. Donc, pourquoi aller écouter des journalistes, chantant directement les journalistes et allant vers l'information? Et on a vu débarquer comme ça sur les réseaux sociaux des centaines et des centaines de personnes. Ça a été un premier afflux. La campagne 2012 a profité de cet afflux-là. C'est-à-dire qu'il y a eu une forte polarisation des discours sur les réseaux sociaux telle qu'elle n'existait pas avant. Ça a été la première étape, si on veut, de cette communication numérique politique dans ses balbutiements, mais finalement qui était en avant-garde par rapport à celle des marques. Parce que je vous rappelle une chose très simple, entre 2010 et 2012, la personne dans les sociétés, même privées du CAC 40, de grosses boîtes, qui s'occupaient des réseaux sociaux, c'était en général la personne qui était secrétaire de direction ou la personne qui était en charge de la mise à jour du site Internet ou que sais-je. Il n'y avait pas des professionnels de la communication numérique. Aujourd'hui, en 10 ans, si vous n'avez pas une équipe de 10 à 15 personnes qui s'occupent du numérique, comment dire, même en termes d'affichage, vous ne pouvez pas passer aujourd'hui si vous n'avez pas cette équipe-là. Alors, ce basculement en fait, général de la communication numérique, la politique l'a vécu également. Nous sommes passés de quelque chose qui n'existait pas à quelque chose qui est très, très codifié aujourd'hui. Tellement codifié aujourd'hui que nous, faisons parler d'une partie du peuple, nous ne pouvons plus recevoir ces éléments-là en tant que communication directe. Je m'explique. Aujourd'hui, il y a un événement national. On peut plus dissocier la parole du président que celle du Premier ministre, que celle du ministre, que celle du député. Ils vont tous dire la même chose au même moment. Pourquoi? Parce qu'il y a des processus bien établis. Répondre à l'information au plus vite, utiliser des mots rassembleurs, attendre un deuxième temps pour aller sur les fonds des choses. Bref, il y a, à trop vouloir codifier cette communication numérique, nous sommes aujourd'hui arrivés à une même communication sur tous les organes émetteurs.
alors, bien sûr qu'il faut codifier les choses pour arriver à quelque chose de cohérent. Mais attention à ne pas arriver à un moment où la communication paraît tellement comme étant communication que le message en lui-même n'est plus d'existence. Pour schématiser et conclure sur ce sujet-là, il y a 10 ans, nous prenions 90% du temps pour écrire un message, pour que le message soit fort de sens, qu'il y ait à l'intérieur de ce message-là, comment dire, tous les éléments de compréhension et ce pourquoi nous avons établi ce message. Et 10% de ce qui restait du temps, c'était réfléchir à qui envoyer ce message. Aujourd'hui, la technologie, la data, les différentes façons de l'intelligence artificielle et plein de petites choses qui sont rajoutées à cette communication numérique, fait qu'aujourd'hui, 90% du temps est consacré à la cible. Aujourd'hui, le message n'est plus la principale des choses. Aujourd'hui, nous pouvons mettre un smiley. Il suffit de bien targeter le message, savoir à qui nous l'envoyons, à quelle heure, comment, et payer pour cela. Et on arrive à nos fins. Alors, est-ce que c'est cette société-là que l'on veut? Parce que finalement, c'est une société qui tend vers une machinisation et même des esprits. Ou est-ce que, comme moi, je pense qu'il faut de l'humain, et c'est l'humain qui est garant d'une certaine, comment dire, bonne marche des choses. Alors justement, Mehdi Berbarki, la question que j'ai envie de vous poser, c'est est-ce que le monde politique a-t-il su s'adapter? Alors, il a su s'adapter, oui, mais en prenant tous les mauvais côtés des choses. C'est-à-dire que pour s'adapter, il est allé dans ce que j'appelle, moi, rendre les choses avec que des retours sur investissement, comment dire. Le ROI est rentré en fait dans l'esprit des communicants politiques, alors que la communication publique, normalement, c'est une communication éducative, pardon. C'est une communication sur 10 ans, sur 20 ans, sur le changement sociétal, sur une éducation de masse. Aujourd'hui, nous ne sommes plus sur ce temps-là. Aujourd'hui, nous sommes sur le temps de l'immédiateté, sur le temps de l'émotion. Est-ce que c'est à cela que sert la communication de l'État? Je ne pense pas. Parce que si la communication de l'État n'a aucune différence avec une communication médiatique, une communication privée, on trouvera toujours mieux que l'État. On trouvera toujours mieux que le gouvernement pour faire cela. Donc, je pense que la communication étatique fait fausse route parce qu'elle n'englobe pas et ne ramène pas à elle le maximum de personnes, et ce serait son rôle principal par rapport à ce monde bruyant de communication qui nous entoure. Les vieux partis sont-ils désormais obsolètes? Élodie Jonot, quelle recette pour la politique de demain? Vous êtes impliquée au Parti socialiste, vous êtes dans les instances dirigeantes. J'ai que des questions sur l'obsolescence, moi. Oui. Non, j'ai un côté un peu tradi, un peu réac, donc je nourris l'espoir que les partis, dans l'absolu, ne soient pas obsolètes. Je pense qu'on ne peut pas trop faire l'économie des partis dans la politique en général. Après, de quel parti Mais dans l'absolu, l'outil parti, je suis convaincue qu'il reste utile, notamment pour la formation militante. Et alors là, on est au-delà du numérique. Hein. Je pense que pour la formation militante, un parti outillé est censé pouvoir fournir, je mets les formulations, hein, est censé pouvoir fournir une formation militante de terrain, pour le coup, qui, selon moi, ne remplacera jamais, ne sera jamais remplacée par le numérique. Quand on fait de la politique, c'est qu'on aime les gens. Si on aime les gens, c'est qu'on aime les relations humaines. Et si on aime les relations humaines, c'est qu'a priori, on aime aussi les relations humaines réelles, c'est-à-dire au-delà d'un écran. Et que donc, pour aller à la rencontre des gens sur le vrai terrain, il faut quand même être formé. Et normalement, les partis sont des outils pour ça. Donc, j'espère qu'ils ne deviendront pas obsolètes, parce que s'ils le deviennent, ça veut dire que le militantisme, et là, je vais rejoindre Mehdi, ne va se faire que sur les réseaux sociaux, et ça, c'est pas possible, parce qu'on sait que c'est pas possible. Parce qu'on sait qu'un tweet ne fait pas voter, qu'un post Facebook, le ROI, pour reprendre ce langage qui m'est familier dans le cadre de mon boulot, ne fait pas voter. Enfin, le ROI, c'est-à-dire un post Facebook, un don, parce que moi, je bosse dans le caritatif, ou un vote, c'est proche de 0,02%, quoi. Donc, ça se vérifie tous les jours. Et par contre,
c'est intéressant ce qu'a dit Mehdi quand il a parlé de ciblage et de targeting, où aujourd'hui on passe la plupart de notre temps à faire ça. Enfin, les partis ou les communications, la communication institutionnelle passe plus de temps à faire ça. Je pense que c'est maintenant qu'on a fait le constat que l'État ou les partis politiques passent plus de temps, enfin les partis non, mais en tout cas l'État oui, à faire du ciblage, il serait peut-être temps qu'ils se dotent de professionnels du marketing de façon à ce que la personne qui est en charge de la communication numérique ne fasse que de la communication numérique et que le ciblage ou le marketing, ce ne soit pas son job à elle non plus, parce que ce sont deux métiers différents. Quitte à aller vers le tout numérique, je n'ai pas forcément la réponse, je ne sais pas si je ne suis pas forcément pour a priori, mais si on veut se donner les moyens d'aller dans du ciblage et du targeting, il faut avoir des gens au bout de la chaîne dont c'est le métier. Et aujourd'hui, pour répondre plus à ta question qui porte sur les partis et pas sur l'État, aujourd'hui, les partis ont tendance à considérer que quelqu'un qui sait faire 3 tweets, un live tweet et 3 posts Facebook de plus de 4 lignes sont de bons community managers. Ce qui, pour moi, est une grossière erreur. Moi, mon job, c'est la mobilisation numérique, mais je ne suis pas community manager. Et pourtant, je maîtrise, a priori, assez bien les réseaux sociaux et leur rouage, mais ce n'est pas mon métier. Community manager, aujourd'hui, c'est un métier. Je ne sais plus qui disait tout à l'heure qu'on a beaucoup évolué depuis 10, 20, 30 ans. Aujourd'hui, il y a des métiers qui existent qui n'existaient pas il y a 10 ans. Aujourd'hui, dans certaines boîtes, il y a des community managers qui ont appris sur le tas, entre guillemets, à devenir community manager. Il est d'ailleurs pas rare que dans certaines boîtes, les community managers d'aujourd'hui aient suivi des formations financées par leurs employeurs 3, 4 ans après leur arrivée en poste parce qu'on a pris conscience que community manager, c'était un métier. C'est pas parce qu'on est capable d'envoyer 3 tweets sans faute d'orthographe avec une photo à peu près correcte ou 5 posts Facebook qu'on est un bon CM. Et donc, je pense que j'espère que les partis ne sont pas obsolètes, mais je pense qu'eux, par exemple, font partie de ces gens qui ont loupé les partis, ont loupé le tournant numérique, clairement. Aujourd'hui, les partis ont tendance à mettre à des postes stratégiques, parce que la communication politique, c'est stratégique, à mettre à des postes stratégiques des gens du pantouflage militant. Voilà. Alors, adeptes du tout numérique et du digital, sommes-nous toujours maîtres de nos propres vies terrestres? C'est le sujet de ce dimanche matin. Avec nous pour discuter, Élodie Jounot, responsable développement dans une grande association caritative, historienne et membre des instances nationales du PS. Hervé Cuilandre, chargé de mission digitale chez Engie et auteur de plusieurs ouvrages sur le numérique. Philippe Martin, vous travaillez dans l'IT et vous avez été initié à la Grande Loge nationale de France et vous êtes passé maître fondateur de la loge Édouard Kipling. Nous en parlerons tout à l'heure. Une loge qui s'est réunie pendant tout le confinement en tenue numérique. Et Mehdi Mebarki, vous êtes conseiller en communication numérique, ancien responsable adjoint de la cellule communication de l'Élysée et du service d'information du gouvernement. Alors, Hervé Cuilandre, la dématérialisation massive de la collecte des données a-t-il induit une nouvelle rationalité numérique, mathématique? Qu'advient-il des données qui ne peuvent se réduire aux mathématiques, aux algorithmes, par exemple, les arts ou les sentiments? Ça, c'est quand même un sujet central. L'humain face à la machine, nous n'avons pas disparu face à la machine qui n'est qu'un outil, qui n'est qu'une calculette géante. Et nous, notre gros point fort à nous, êtres humains, c'est justement d'être imparfait, d'être imprévisible, d'aller au-delà des limites, au-delà des petites frontières, des cases qui nous sont attribuées, pour cette petite parcelle de génie qui fait que, eh bien, justement, Google nous étudie nos comportements pour essayer de deviner quel serait notre comportement dans l'avenir face à des situations imprévisibles. Mais nous sommes l'avenir de la machine, l'air de rien. Et ces fameuses imperfections sont nos points forts. Et il n'y a rien à taire sur ce sujet. Effectivement, on peut parler du portrait d'Edouard de Bellamy qui avait été vendu, je crois, à 432 millions de dollars, qui était en fait par une intelligence artificielle. Mais bon, c'est un produit qui est reproductible, qui n'est pas porteur des sentiments ou des attentes de l'artiste qui l'a créé. C'est très différent. C'est très différent d'une œuvre d'art qui, elle, est porteuse de liens.
Et c'est d'ailleurs tout l'intérêt de ce monde numérique, ou moins quand on y participe, quand on crée, quand on veut le faire avancer, c'est de dépasser ce côté calcul, ce côté logique, pour, euh, pour y voir le lien qu'on peut établir entre les êtres humains. Et c'est bien ce lien qui a fait que Internet a si bien marché. C'est bien ce lien qu'il faut absolument préserver entre les gens qui sont confrontés au numérique, qu'ils soient des clients, qu'ils soient des salariés du numérique, qu'ils soient finalement les arbitres de ce monde numérique, parce que nous sommes l'avenir de la machine. Hein. Nous sommes l'avenir de la machine. Et il faut absolument échapper à comment dire, cette dictature du numérique qui voudrait nous faire croire qu'il y a des bons et des mauvais, qu'il y a une moyenne à suivre, hein. Euh, un peu comme on parlait des plateformes tout à l'heure qu'on a critiquées, mais euh, au fond, on achète un objet et puis on nous propose déjà le suivant. On achète une bicyclette, on nous propose des pansements ou des béquilles. Bon, il y a là une espèce de logique au comportement humain euh, qui n'est pas par nature logique et qui a toute sa richesse justement dans l'imprévisibilité. Et la personne qui dépasse cette frontière, cette petite case dans laquelle on nous assigne, eh bien, la machine ne saura pas vous dire si c'est un bandit ou un génie. Si c'est la personne, comme on disait tout à l'heure pour la Chine, qui va traverser à la mauvaise couleur au rouge, ou si c'est le génie de demain qui va nous affirmer qu'on traversera mieux au rouge qu'au vert. Bon, je ne sais pas si j'ai répondu à cette question, mais Alors, Philippe Martin, des émissions de télé-réalité comme Marié au premier regard prétendent que la compatibilité entre deux individus peut être scientifiquement mesurable et donc garantir d'une certaine manière des relations heureuses. Or, le taux d'échec est important. Y aurait-il des variables inaccessibles à un modèle mathématique et ne faut-il pas s'en réjouir? S'en réjouir, oui, certainement. La question, elle est un peu complexe. L'homme, l'homme, ce sont des émotions. Alors, la machine, si elle répond à des modèles mathématiques et si, en fait, le calcul de ces émotions répond à ces fameux modèles mathématiques, ça devient compliqué, en fait. Comment gérer on n'est pas encore là, en fait. On le voit bien, le principe de la digitalisation, c'est avant tout de répondre à un besoin et non pas encore, pour le moment, à des émotions. Enfin, je le verrai comme ça. Alors, restons sur les algorithmes. Hervé Cuilandre, leur usage, lorsqu'ils visent à permettre la résolution systématique des problèmes qu'ils décrivent, laisse-t-il encore une place à la décision humaine? dans les résolutions de problèmes logiques, non, pas du tout. Hein. Euh, c'est une réponse fort malheureuse, mais on essaye, enfin, on espère tous que va se conserver ou va se mettre en place, va se conserver parfois une supervision humaine, mais l'intelligence artificielle est d'une rapidité foudroyante. Hein. Bon, on pense au médical, si on veut trouver un sujet qui soit assez propre. Bon, le meilleur geste trouvé par la machine pour sauver des gens, sans savoir pourquoi on le pratique, quoi. C'est assez étonnant quand même. Hein. Supervision humaine, bon, peut-être. Hein. Mais si on revient vers le sujet militaire, par exemple, sur des armes avec une rapidité, euh, bon, euh, si on met une supervision humaine, on perd la bataille. Bien évidemment, il y a beaucoup de groupes qui travaillent à au fait de retenir l'intelligence artificielle et de la rendre plus humaine. Mais bon, euh, quel état-major jouerait perdant, quoi, hein. C'est un peu le... voilà, je suis très pessimiste là-dessus. Précisément sur les armes, quand on voit la capacité qu'ont
les intelligences artificielles à jouer par exemple au jeu de Go, hein, qui, je vous le rappelle, suivent les règles de la psychodynamique. Donc finalement, c'est une manière d'encercler l'adversaire et de jouer sur les comportements futurs. Bon, honnêtement, pour en revenir à la question, pour des problèmes qui sont de calcul, non, je pense que notre supériorité n'est pas là. Et c'est pas à ce niveau-là qu'on peut intervenir. Mais Barky, pour continuer sur les algorithmes, ne limite-t-il pas la créativité et l'émergence de nouvelles idées, de nouveaux modèles? Sûrement, parce qu'aujourd'hui, on va s'adosser de plus en plus sur l'algorithme. On va attendre la réponse de l'algorithme. Pour aller sur les exemples d'Hervé, les plus extrêmes, sur la Chine, sur les États-Unis, ils vivent déjà sur les prédictions, ils vivent déjà sur la reconnaissance faciale, ils vivent déjà sur les outils prédictifs, même comportementaux. Et ce qu'on voit dans les premières études, c'est transformation en fait du réel au digital des mêmes problématiques. Les mêmes minorités sont celles qui sont les plus touchées. On le voit avec les Ouïghours en Chine, on le voit avec la minorité afro-américaine et latino aux États-Unis. Ça ne change à rien puisque c'est, comme je dis toujours, l'humain qui est derrière. Alors oui, à un moment, l'humain n'aura pas le cerveau de l'intelligence artificielle parce qu'à force de nourrir, parce qu'il faut savoir que l'intelligence artificielle n'est pas née comme ça de doigt ou de l'esprit d'un extraterrestre. C'est l'être humain qui a créé l'intelligence artificielle, l'être humain qui l'a alimenté. Est-ce que vous le savez que depuis des années, quand nous renseignons des cases CAPTCHA pour dire oui, je suis humain, ben, c'était pour l'intelligence artificielle. Est-ce que vous savez que quand vous reconnaissez sur un damier de 3 vélos, 2 avions, c'est pour l'intelligence artificielle? Vous travaillez, vous, en tant qu'humain, pour l'intelligence artificielle. Un jour, cette intelligence artificielle va nous dépasser. Elle est dans notre quotidien de tous les jours. Qu'elle apporte, en tout cas aujourd'hui, et ce qu'on le constate aujourd'hui, c'est une déshumanisation générale de la société. Aujourd'hui, nous allons parler de sans contact. Nous allons passer par des caisses sans contact. Nous allons aller à la poste en envoyant des lettres par email. Il y a une espèce de déshumanisation de la société qui passe par ce digital. Et donc, je ne sais pas s'il faut résumer le digital à cela. Pour moi, le digital restera toujours un instrument, et un instrument, c'est ce qu'on en fait. Si on veut en faire cet outil d'aliénation totale, on va bien y arriver et on y va tout droit. Si on se dit, c'est une chance pour nous d'évoluer dans le bon sens, à ce moment-là, il faudrait vraiment changer de braquet. Et on le voit aujourd'hui, ceux qui reviennent de ce tout digital, de un virage, c'est une révolution, ce sont les professionnels eux-mêmes du digital. C'est les gens qui travaillent chez les GAFAM, c'est les gens qui sont à la Silicon Valley, c'est les gens qui sont en première ligne et qui sont dans cette transformation-là. Donc, il faut se poser ces questions-là. De quel monde voulons-nous? Et plus pour nos enfants et ceux qui vont venir après nous que pour nous, parce que finalement, nous, on ne va pas voir cela. On va voir les choses s'accélérer, mais ce monde-là, s'il doit exister, c'est dans 100 ans, 150 ans. Mais d'ici là, posons-nous la question si l'être humain, l'humanité, pourra accéder à ces 100 ans, 150 ans. Alors, pour aller un peu plus loin, Élodie Jonot, comment continuer à mener, à développer un projet de société dans un monde devenu au moins double par sa digitalisation? Je pense que sans être dans la décroissance ou dans l'arrêt du tout numérique, parce que je pense que ce n'est pas du tout le sujet, je pense que l'avancée numérique aujourd'hui, le constat numérique qu'on fait et qu'on fait tous ensemble ce soir, doit aider chacun dans son quotidien ou même à échelle plus grande qui nous dépasse, que ce soit l'État ou tout à l'heure on parlait des ONG, doit aider, je pense, à remettre au cœur du dispositif de l'humain dans les sujets ou les domaines ou les sphères géographiques dans lesquelles on ne peut pas se passer d'un vrai rapport humain. C'est-à-dire que c'est un peu l'effet inverse. Maintenant qu'on a été dépassé dans certains sujets ou certains domaines par du tout numérique,
on fait le constat et on se rend compte, bon, ça c'est super, c'est génial, ça marche hyper bien, c'est un progrès, tout le monde en profite, c'est formidable. Et le revers de la médaille de c'est génial, tout le monde en profite, comment on peut remettre, pour les sujets dans lesquels il a disparu, l'humain au cœur du dispositif, au cœur des relations humaines. Enfin, aujourd'hui, a priori, rien n'a remplacé l'expression relation humaine. Et on a beau tous passer un très bon moment, nous sommes derrière un écran et on n'est pas dans des relations humaines au sens émotionnel, sensoriel du terme. Ou alors, si tout le monde se satisfait de ça, alors là, moi, ce n'est plus mon monde. C'est-à-dire, c'est moi qui suis en marge de cette société. Mais je pense que quand on a fait ce constat-là, quand on a franchi un virage numérique brutalement ou quand on est vraiment de l'autre côté de la barrière numérique à plus de la moitié de son dispositif, il faut se poser la question de quel rôle pour l'humain et quand c'est possible, remettre l'humain dans ses vocations premières qui, fort heureusement, aujourd'hui, il y a quand même des choses qui ne sont pas remplaçables. On l'a bien vu hein, sur certains algorithmes sentimentaux, a priori, ça ne marche pas très très bien. Ce n'est pas encore complètement au point, c'est plutôt rassurant. Donc, voilà, je pense que vraiment, dans le cœur des relations humaines, mais à ce moment-là, on revient aussi au début de l'émission sur le service public, qui est aussi, il faut savoir aujourd'hui que le premier service public, c'est la mairie. Les gens franchissent la porte d'une mairie pour aller parler à quelqu'un d'un problème qui, 9 fois sur 10, ne concerne pas la mairie. Mais les gens ont besoin de parler à des humains, en fait. Tout à l'heure, on a parlé de la Poste. Aujourd'hui, si vous avez un problème avec la Poste, vous parlez à un robot qui s'appelle Lisa et qui n'est pas au point, ce qui est plutôt rassurant aussi, de se dire que Lisa de la Poste n'est pas complètement au point aujourd'hui. Et en même temps, c'est un peu flippant parce que Lisa de la Poste est partenaire de plein de choses, de plein d'opérations, cœur sur la main et tout ça. Mais aujourd'hui, la personne qui s'exprime sur les réseaux sociaux, c'est Lisa de la Poste. Et Lisa, c'est un robot. Donc en fait, voilà, je pense que quand on fait le constat que c'est pas complètement au point sur tel ou tel sujet, il est plus qu'urgent de remettre de l'humain dans des choses qui fonctionnaient avant et qu'on a délaissées et qu'il faut remettre, revenir pour certains sujets, pas pour tout, à l'essentiel de l'humain. Tu me vois en 3D, Gilles, ou pas? Ah, super. Je ne sais pas ce que je donne en 3D. Alors, Philippe Martin, venons-en aux sociétés humaines fondées sur la tradition, l'initiation, autrement dit, l'obligation native de présence. Comment la franc-maçonnerie, issue du siècle des Lumières, doit-elle intégrer la digitalisation? Nous avons vu les temples se fermer dès le premier confinement, les tenues ne plus pouvoir se tenir, les initiations être suspendues. Le recours au numérique ne peut-il être une voie à explorer pour adapter l'initiation au monde digital? Les francs-maçons ne pourraient-ils pas être doublement initiés? Ou alors la franc-maçonnerie doit-elle y échapper? Et si oui, comment pourrait-elle réellement y échapper? Alors, c'est un vrai défi, tout ça, parce que ce n'est pas un sujet qui date d'aujourd'hui. Nos amis anglais, qui tirent toujours les premiers, ont créé dans les années 90 Internet Lodge. Nous-mêmes en France, à peu près, même période, peut-être un peu plus tard, fin des années 90, se réunissait une loge qui s'appelait Saint-Gabriel, qui était une loge numérique. Aujourd'hui, je sais que la Grande Loge écossaise de tradition a fondé des loges Internet avec un programme. Il y en a une très active en tout cas, il y en a d'autres qui sont en gestation. J'en discutais avec le grand maître de cette obédience il n'y a pas longtemps. Et justement, on se posait ces questions-là. Parce que, eh bien, même si la maçonnerie a intégré depuis longtemps, donc depuis quelques dizaines d'années, cette problématique d'univers numérique, elle n'a toujours pas les réponses. Parce que comme je disais, c'est un vrai défi. Il n'y a pas de solution viable actuellement encore dans la durée pour répondre en fait aux objectifs même de la franc-maçonnerie, qui est effectivement de se rassembler et qui est de transmettre. Alors, comment concilier tradition et modernité sans être sans rentrer dans la schizophrénie, c'est quand même ce qui l'a séparé
pendant plus de 60 ans dans son histoire. Donc aujourd'hui, on est dans une situation inversée où il faut concilier une modernité et on n'a toujours, effectivement, pas encore de réponse. La maçonnerie repose sur un ensemble d'histoires traditionnelles, de rituels, de rituels avec un grand R et de petits R, qui sont des rituels de transmission, qui reposent sur des éléments qui sont capitaux, qui sont un mot, une parole, des signes, et qu'on l'appelle une poignée de main ou un attouchement, eh bien, ce sont là des éléments qui sont capitaux parce qu'ils touchent à la reconnaissance. Et si on analyse bien, en fait, tout le principe de l'initiation maçonnique, on est maçon ou on est fait maçon à partir du moment où on a pris son serment, même si on n'a pas tout reçu, c'est le pivot, mais on est capable de se faire reconnaître et on le vit dans cette phase d'initiation à partir du moment où on est capable de prouver qu'on a reçu quelque chose. Or, le numérique aujourd'hui nous empêche de transmettre un des 3 piliers de cette reconnaissance. On n'a pas encore de solution. Clairement, on n'en a pas. On pourrait le passer par la parole, mais c'est pas encore... enfin voilà, on n'a pas encore les bonnes mises en place. Il y a un gros travail à faire là-dessus. J'espère, oh mon Dieu, j'espère que ça ne sera pas le débouché que nous aurons à court, moyen ou long terme, parce qu'on y perdrait beaucoup. Je pense que notre société maçonnique, elle a son histoire et on fait tout pour la préserver. Le numérique peut l'aider, mais si on n'a plus, en fait, cette phase capitale de reconnaissance, il faut se poser la question à savoir, est-ce que ce que l'on fait est encore de la maçonnerie ou est-ce que ça devient autre chose? Alors justement, vous avez créé une loge indépendante en dehors de toute obédience et Mmh. vous tenez des tenues en visioconférence Zoom Mmh. lorsque les contingences temporelles ne permettent plus l'accès au temple. Mmh. Je dis bien des tenues numériques et non pas des réunions. Mmh. Pouvez-vous nous décrire votre expérience et que pensez-vous du défi numérique? Vous avez commencé à esquisser une réponse telle que posée à la franc-maçonnerie. Eh bien, comme je te le disais tout à l'heure, en fait, nous n'avons pas à subir la technologie. On doit l'apprivoiser. Et nous, au moment où est arrivé le premier confinement, donc au mois de mars, on s'est tout de suite posé la question à savoir, mais qu'est-ce qu'on peut faire? Comment on peut continuer à se réunir, même si, eh bien, on n'a plus accès à rien et qu'on est tous confinés chez nous? On s'est demandé aussi, mais si cette période doit durer, 1 mois, 2 mois, 3 mois, c'est ce qu'on a vu, mais plus, 4 mois, 6 mois, 1 an, 10 ans, on n'en sait rien en fait. Là, ça va faire bientôt 1 an que ça dure. Est-ce que, eh bien, notre société qui a quelques centaines d'années d'existence n'est pas arrivée au bout en fait? Et on a dit non. Et on a souhaité s'adapter. On a apprivoisé la technologie, on a regardé les différentes solutions qui nous étaient proposées. On en a choisi une, on a adapté notre mise en place. On n'a pas adapté le rituel, on a gardé tous les fondamentaux, mais on a adapté toute la mise en place pour que tous les éléments essentiels soient présents. Et ça nous a permis, en fait, non pas de répliquer quelque chose, de singer ce que l'on faisait dans la loge dans un espace numérique, mais plutôt de le modéliser et de le faire rentrer dans quelque chose qui était nouveau pour nous. Je vais prendre un exemple, mais par exemple, retourner à un moment donné
un tableau de loge ou des choses comme ça, eh bien, comme il est ici derrière moi, j'ai notre bannière, un tableau de loge, il suffit de le faire apparaître. Même si effectivement, on a, on n'a plus cette phase qui est séduisante de voir l'officier l'ouvrir ou le dessiner, etc. L'objectif, c'est de le voir. Donc, on répondait à cette exigence-là. Et on a déroulé comme ça des ouvertures et des fermetures de loges. On n'a pas pu aller plus loin parce que, effectivement, comme je l'ai dit précédemment, on n'a pas pu rentrer dans des phases d'initiation, de transmission. On s'est réservé, on s'est réservé de ça pour d'autres réflexions, peut-être plus tard, si on était obligé. Ce que je disais, c'est que je ne le souhaite pas. Maintenant, ce qu'on a voulu faire, c'est préserver le lien qui nous unissait, sauvegarder cette volonté de rassembler ce qui est, là, en l'occurrence, qui était pas, puisque nous avons fait, et Gilou on a participé à quelques-unes, nous avons fait plusieurs tenues, on en a fait, on a eu des frères de partout, non pas que de France, mais aussi d'Angleterre, d'Allemagne, de Belgique, d'Italie, d'Espagne, des États-Unis, du Canada, puisqu'il y avait même Franco Héard de Sous le Bandeau qui assistait qui est avec nous. On a eu des Australiens, des Africains. Voilà, on a réussi à réunir tous les continents à un même moment pour faire exactement la même chose. Et à partir du moment où on est dedans, c'est-à-dire qu'on est concentré sur ce qu'on est en train de faire, eh bien, ça fonctionne. Moi, je peux vous dire qu'aujourd'hui, ça fonctionne. Alors, Élodie Jonot, quel impact le monde digital a-t-il sur les relations humaines? Les réseaux sociaux sont-ils vraiment le monde des fausses amitiés ou peut-on faire de vraies rencontres sur le net? Et puis, quid des organisations associatives et sociales, monde que vous connaissez particulièrement bien? Alors, sur la première partie de la question, rien que ce soir, sur 6 participants, il y en a 2 qui sont devenus des amis, mais qui ont d'abord été des amis numériques, en fait. Donc, on est passé de followers et d'abonnés ou de fans à amis vraiment, vraiment potes, vraiment copains, hein, à la tienne, Gilles, à la tienne, Mehdi. Donc, non, heureusement, je pense qu'au début, enfin, je sais pas. Après, c'est un usage très personnel hein, des réseaux sociaux aussi, mais au début, on est dans une forme de superficialité, hyper narcissique aussi, parce qu'il n'y a pas que les réseaux sociaux. Enfin, des fois, les réseaux sociaux s'accompagnent aussi de blogs sur lesquels on se raconte. Donc, il faut quand même déjà avoir un ego assez bien solide et s'aimer soi-même pour pouvoir imaginer que ce qu'on va raconter va plaire aux autres. Enfin, faut quand même pas se mentir 2 minutes. On est un peu narcissique sur les réseaux sociaux, donc on est toujours hyper fier d'être hyper followé, d'avoir vachement d'abonnés et tout ça. Et finalement, on arrive avec le temps, je pense que c'est pas instantané, mais à se créer des vrais amis. Donc, mais voilà, il y en a 2 ce soir, mais des exemples de gens qui sont devenus des vrais amis dans la vraie vie, où on a dépassé l'écran et j'en ai plein. Donc, et comme je suis quelqu'un de très optimiste dans la nature humaine, ça me perdra peut-être, mais je nourris l'espoir que d'abord, 1, je ne suis pas une exception, 2, je pense que ça arrive à tout le monde, et 3, je suis convaincue, même encore très récemment, parce que finalement, Gilles et Mehdi sont un peu les vieux de la vieille dans mon cercle d'amis virtuels devenus vrais amis, mais pas plus tard qu'il y a encore quelques semaines, quelques mois pendant le confinement, des gens que je ne connaissais que sur le web sont devenus de vrais amis physiques, humains au sens sensoriel du terme dont je parlais tout à l'heure. Donc, je crois beaucoup au franchissement de l'écran, vraiment. Je crois beaucoup aux amitiés virtuelles qui deviennent de vraies amitiés dans la vraie vie. Et je crois aussi beaucoup à la différenciation entre les amitiés virtuelles et les amitiés de la vraie vie. Je crois que rien ne remplace la vraie vie. Voilà. Ça, c'est pour les relations amicales. Sur le monde du caritatif, j'ai aussi une vision un peu égocentrée hein, de mon propre job et ma propre association, qui, pour la faire courte, le virage numérique est une expression qui n'est pas que marketing, puisque c'est une expression stratégique chez nous, puisque moi, je suis dans une association dont le vivier bénévole, chaque assoce repose sur du bénévolat, le vivier bénévole a une moyenne d'âge de 57 ans.
Donc, on a une double problématique qui est notre présence sur les réseaux sociaux et notre auditoire, et puis la façon dont on est audible, et en même temps, un rajeunissement, c'est pas du jeunisme, mais un rajeunissement malgré tout de l'engagement bénévole, de façon à ce qu'à un moment, ces deux populations, numérique et terrain, se rencontrent. Donc pour nous, dans le caritatif, les réseaux sociaux et le virtuel est une vraie stratégie dont on ne peut pas se passer, puisqu'elles sont également des leviers de recrutement. C'est-à-dire qu'en étant présent sur les réseaux sociaux et pas uniquement Twitter et Facebook, on a investi TikTok cette année, donc attention, c'est la grosse révolution numérique du jeunisme, mais c'est un vrai sujet néanmoins, d'investir des réseaux sociaux et sortir de sa zone de confort aussi, parce qu'aujourd'hui, dans mon association, les 3/4 de notre auditoire sont sur Facebook, ce qui correspond à peu près à ce que je viens de vous dire sur la moyenne d'âge de notre bénévolat, de notre vivier bénévole. Donc oui, en investissant les réseaux sociaux, on touche aussi, et là c'est du marketing, et c'est pour ça que ça rejoint ce que je disais tout à l'heure, à un moment qui on veut toucher, pourquoi faire et dans quel but, il est évident qu'on ne s'exprime pas de la même manière et on ne vise pas les mêmes personnes sur TikTok, sur Snapchat, sur Instagram, Facebook ou Twitter ou LinkedIn, parce qu'il y a aussi LinkedIn. Et ça, c'est un vrai sujet, LinkedIn. C'est un réseau social professionnel et il n'est pas rare de tomber sur des trucs qui n'ont rien à y faire normalement. Donc nous, on est présent sur tous ces réseaux sociaux-là et pour nous, c'est un vrai levier de recrutement. Sur LinkedIn, c'est du B2B, donc c'est du partenariat, c'est de la levée d'entreprises qui vont, du mécénat, qui vont nous rejoindre. Sur TikTok, c'est aussi un levier de recrutement de bénévoles terrain ou de bénévoles numériques, parce qu'on a aussi des bénévoles numériques qui s'engagent dans notre association sans bouger de chez eux. Mais on a aussi besoin d'eux pour ce bruit qu'on quantifie sur les réseaux sociaux et pour occuper le terrain virtuel aussi bien que le terrain physique. Et du coup, je rebondis, même si je sais qu'il ne faut pas rebondir, je surenchéris sur cet argumentaire par rapport au terrain. Nous sommes une association qui est extrêmement présente sur le terrain par des animations et des spectacles, des choses comme ça. Et cette année, quasiment les 3/4 de nos animations ont été annulées pour des raisons sanitaires. Et donc là, la mobilisation numérique a joué un rôle hyper important et on a bien vu des gens qui nous ont contactés et qui voulaient s'engager comme bénévoles, qui ont bien compris que dans la version dite traditionnelle du bénévolat de notre association, c'était pas possible et donc ils ont rejoint la mobilisation numérique. Donc oui, pour le caritatif et pour les associations, le numérique est un levier de recrutement formidable. Alors là, c'est un langage marketing. Alors, en guise de conclusion, Hervé Cuillandre et Elodie Jonot a tout à l'heure un peu évoqué cette question. La digitalisation creuse-t-elle les inégalités selon vous et la fracture numérique est-elle une réalité? Oui, évidemment. L'accès au clavier, l'accès à l'anglais, savoir se dépatouiller sur un écran, c'est bien pour nous qui avons fait des études, hein, nous 6, mais il y a plein de gens qui se retrouvent à Pôle emploi et qui doivent faire un CV à 100 à l'heure face à des outils qui ne maîtrisent pas du tout, hein. Après, maintenant, on doit se présenter en visio, faire des choses, mais que tout un chacun semble maintenant trouver normal à cause de ce fameux confinement et de ces confinements qui nous ont rendu naturels le numérique et qui nous ont fait passer finalement ce cap du numérique qu'on trouvait insurmontable jusqu'à présent. Maintenant, la question des données, on s'en moque un peu, hein. Maintenant, on a passé le cap finalement. Mais pour beaucoup de gens, ce n'est pas possible. Pour des questions d'âge, mais des questions de culture, et les constructeurs font tout ce qu'ils peuvent sincèrement, pour des raisons peut-être commerciales quand même, mais pour capter en fait ces personnes et se dispenser des claviers, des écrans et avec des consoles de commande vocale pour la disparition du clavier et la disparition des clivages de la langue. L'idée, c'est de ne laisser personne au bord du chemin, hein, de cette digitalisation générale.
Je voudrais aussi parler d'un autre sujet qui est peut-être aussi un petit peu lié à celui-ci. C'est le fait qu'on n'a pas parlé des coulisses en fait du numérique. C'est-à-dire que les équipes actuellement qui travaillent sur ce numérique sont loin d'être mixtes et diverses. Et les développements qui sont faits, les jeux de données, les logiciels qui sont créés, induisent ce qu'on appelle des biais de genre, tout simplement parce que ce sont souvent, très souvent, des hommes blancs qui créent ces logiciels, dans la plus grande majorité. Et c'est là aussi un sujet intéressant parce que ce numérique actuellement, tel qu'il est construit actuellement par des équipes masculines blanches, ne s'adresse pas à l'ensemble de l'humanité comme on pourrait le croire. Ce n'est pas un outil universel, c'est un outil biaisé. Alors, c'est un outil biaisé, on parle du biais de genre, qui est une mauvaise lecture du monde contemporain par les machines, hein, qui est un sujet assez classique dans les associations que moi aussi je fréquente beaucoup sur l'égalité professionnelle et la mixité. Mais c'est aussi une erreur de lecture du futur quand on veut s'adresser à des clients demain. Une entreprise ne peut pas rester sur ce type de rail alors qu'elle ne s'adresse pas à une population future inéluctablement mixte et diverse. Voilà. Alors, Élise, tu me fais signe, j'arrête. oui, on revient d'ailleurs au fondement de l'Internet et le Summer of Love. On aurait encore beaucoup à dire sur ce sujet. Je pense ne pas prendre beaucoup de risques en disant que nous nous retrouverons pour une deuxième émission consacrée au numérique. Merci beaucoup pour ces échanges, je pense, particulièrement riches. Pierre de Touche, une émission de la Grande Loge Mixte de France. Pierre de Touche.